Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Il fait fret, je tenais. Ça n'a pas de bon sens. On va en parler avec Michel Couture de Ski Saint-Bruno tantôt. Demande-y s'il fait fret. Je suis écœuré. Ouais. Puis là, pour faire exprès, on voit la balle qui commence avec la Ligue des Pamplemousses, la Ligue des Cactus en Arizona. C'est vrai, hein? Beau soleil. Quoi qu'en Floride, il ne fait pas trop chaud à ce Non, moment. je voyais Russell Martin, il faisait 21, je pense, aujourd'hui en Floride. Oui, mais le soir, c'est très frisquant. En tout cas, je préfère un 14 degrés le soir Ouais. qu'un moins 20, mais en tout cas. Moins 20, t'es généreux. Lorsqu'on parle de froid, François, naturellement, on parle de hockey. Juste avant de parler de nos invités et de l'émission de cette semaine, je veux que tu me parles absolument du Plaza de Marieville parce que les séries, ça s'en vient. Oui, ce dimanche, 15h30, Alexandre, à l'Arena de Marieville, c'est les quarts de finale qui commencent pour le Plaza de Marieville. On ne sait pas encore qui sera l'adversaire parce qu'il va y avoir un match suicide selon Ron Fournier. Selon Roch Fournier. Ron Fournier pense à toi. Oui, très bientôt, Roch Fournier à Marieville. On le salue, soit dit en passant. Donc, on invite les gens ce dimanche, 15h30, à l'Arena de Marieville, Alex. Et on sait, par exemple, qu'eux, ils ont terminé premier. Oui. Ils sont les champions. Quelle saison pour le Plaza de Marieville? Bon échange à la fin également. Ouais. On a bien hâte de voir durant les séries. Oui, ça va être bon. François, belle émission. On parle de ski, tu l'as dit tantôt avec Michel Couture. Oui, président-directeur général de Ski Saint-Bruno, Alexandre, ville que tu connais bien. Oui. Michel qui va venir pour nous parler du 50e de Ski Saint-Bruno. Déjà? Oui, on va également parler de la météo parce que ça a été un facteur assez important. On doit se battre avec les stations de télé qui nous annoncent des moins 50. Les gens vont y aller quand même skier, mais c'est une éducation à faire. C'est juste ce matin, je pense que c'était moins 15. Ouais. On rajoute toujours le facteur vent du moins 32. Toujours. Et honnêtement, c'est quoi, tu te souviens, c'est du moins 32, non pas du moins 15. Et voilà. Tu sais, dans notre temps, on allait jouer dehors. Ouais. C'est plate à dire, On allait mais skier. on le faisait. Ouais. On regardait des statistiques aussi. Exactement, parce qu'en deuxième partie d'émission, on rencontre Patrice Maréchal, qui est un bon chum à moi. Patrice, qui est statisticien RDS. Et c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, moi, de savoir comment ça fonctionne. Et les animateurs, souvent, vont nous sortir des statistiques. Ça sort de où? Ça vient de où? On en parle avec Patrice en deuxième. Ne pas manquer. Exactement, en deuxième moitié d'émission. Mais pour tout de suite, on s'arrête 5 secondes et au retour, on parle de ski Mont-Saint-Bruno avec Michel Couture. On a le plaisir cette semaine de recevoir à Sport Express le PDG de Ski Saint-Bruno. Mon ami Michel Couture est avec nous. Salut Michel. Salut. Michel, là, on va mettre quelque chose au clair avec les gens. C'est pas parce qu'il fait froid que les gens ne peuvent pas aller en ski. Parce que là, on entend, il va faire moins 15, mais avec le facteur éolien, il va faire moins 75. Est-ce que ça va empêcher les gens d'aller en ski? Là? On peut-tu mettre les choses au clair un peu en perspective? Ça, écoute, là, je pense que la psychose chez les gens, les phénomènes d'apocalypse, c'est arrivé. Ouais. On a tellement entendu parler du facteur de refroidissement que je pense que les gens se sont perdus. Ouais. Puis ils ne réalisent pas une chose, c'est que depuis le temps des temps, les gens, que ce soit du patin ou le ski alpin, dans les loisirs, prenons le ski, on sait qu'on est en déplacement avec une vitesse qui peut osciller de 20, 30, 40 km/h. Sur le facteur de refroidissement a toujours oscillé d'un facteur de plus ou moins 20 degrés, qui fait que skier à moins 20, c'est quelque chose qu'on connaît. Puis quand tu additionnes le refroidissement, ça, tu peux te ramasser peut-être à moins 38. On a toujours fonctionné là-dedans. Quand on l'entend au niveau du média et tout, on vient garer. Parce qu'on est habitué au niveau de la propriété, de la maison, de l'auto, de voir il fait moins 20, moins 30, c'est froid. Quand tu entends parler de moins 37, moins 42, de quoi geler le monde? C'est sûr que ça l'a affecté, puis ça l'a fait peur aux gens. Moi, qu'est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est d'essayer de rappeler aux gens à quel point on est fait pour aller dehors, dans le sens qu'on a des qualités de vêtements, des fibres, puis quand la peau n'est pas à découvert, on peut se rendre très loin au niveau du froid sans aucun problème, même à bas âge. Des enfants de 4-5 ans sont toujours en mouvement, puis c'est des activités physiques. Automatiquement, on se garde au chaud. Donc, on invite les gens à continuer à aller skier, parce que, tu sais, on connaît aussi des entrepreneurs, des propriétaires de terrains de golf durant l'été, que la météo va nous annoncer un 50 de pluie, les gens n'iront pas jouer au golf, ça va canceller leur départ. Puis, finalement, il n'y en aura pas de pluie. Donc, je comprends un petit peu dans quel panier vous êtes présentement d'essayer de vous battre contre ça. La chose qu'il faut faire attention, c'est parce que les gens veulent regarder le week-end, qu'est-ce qu'ils vont faire comme programmation. Exemple, on parle déjà d'une semaine de relâche froide. Qu'est-ce que je trouve dommage au niveau de la société, au niveau du bien-être? Ça crée un stress chez les gens parce que là, ils sont stressés de ne plus savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Écoutez, on a assez d'équipements, que ce soit pour la pluie, par temps froid. C'est de projeter si loin, c'est de mettre à risque de manquer des belles journées. La preuve, on a déjà vu là, quelques week-ends, ils nous annonçaient un froid pour le dimanche. En fin de compte, il fait moins 16. Les gens ne sont pas présentés parce que le monde parlait de routes dangereuses. Comme n'importe quoi, ajustez votre conduite, prenez le temps. Il n'y a pas de raison de ne pas profiter de l'hiver. Puis que ce soit de l'été aussi, le phénomène est pareil. C'est pour ça que je me dis, ça ne donne rien d'essayer de se programmer
parce que sinon, on va se ramasser à rester en cabané à la maison. On met à risque des opportunités de faire des loisirs puis profiter de la santé. On va être malheureux. Oui, on va être malheureux. Michel, écoute, le 50e anniversaire déjà cette année de Ski Saint-Bruno. Vous avez une belle programmation depuis le début de la saison. Là, tu l'as mentionné, la semaine de relâche s'en vient, le ski de printemps. Parle-moi un petit peu de ce qui s'en vient là, à Ski Saint-Bruno pour le 50e. Et 50 ans, hein, c'est quelque chose, une belle histoire hein, quand on y pense. Là, depuis 1964, 65, enfin, ça a commencé cette saison-là. Là, actuellement, qu'est-ce qui va être intéressant pour les gens, qu'on dit qu'on peut skier à rabais, là, que je ne veux pas entendre les gens dire que c'est trop cher. Parce que là, on l'a vu en début de saison, vous avez fait des spéciaux 50 sous pour aller skier pour le 50e. Écoute, il en reste une, il faut la retenir, vendredi 13. Oh, le vendredi 13 mars. 50 sous, puis mieux que ça s'en va à la Fondation Participe Donc. L'ensemble des fonds que les gens donnent, on demande de contribuer généreusement. Je dirais que j'aimerais ça que les gens contribuent un peu plus parce qu'en moyenne, on ramasse une 42 par personne. Bien, voyons donc. Moi, j'aurais souhaité qu'on fasse au moins 3 parce que ça va faire notre troisième activité. Sauf que ça reste que c'est un don de 50 sous. Les gens peuvent skier toute la journée, ils peuvent en profiter. Puis ça, c'est vendredi. Ensuite, on continue à défiler pour une journée qui va être vraiment le fun. C'est le samedi le 21, qui est notre journée famille. Qu'est-ce qu'on va faire d'un peu spécial? On revient avec l'aquaplane. Ça veut dire qu'on construit un bassin gigantesque d'eau dans la montagne. Ça veut dire un lac artificiel d'au-dessus de 33 mètres, 100 pieds. C'est la traversée du bassin. Cette journée-là, en plus de ça, c'est qu'on veut être thématique, que le monde peut sortir les habits vintage, tu sais, les habits fluorescents que tu n'as pas sortis, que tu ne sais pas quoi faire avec. Fluo. Ou aller au magasin des valeurs, n'importe quoi. Aussitôt que tu arrives habillé, c'est moitié prix. Puis on va faire la parade du meilleur saut de ski des habits. Écoutez, quand on parle des premiers prix, là, on parle des abonnements là, familiales, des affaires de 1 600 Deuxième prix, un voyage au Chic Shack à Murdochville, un autre 1 200 Troisième prix, des passes. Beaucoup de prix qui vont être donnés cette journée-là, le vendredi le 21. Puis avec le bassin d'eau, qui est une activité qu'on fait pas souvent parce que c'est excessivement difficile. Pour les 50 ans, on a décidé de le reproduire. Ce que je m'en ai dit, vous ne faites jamais les choses à moitié, vous autres. La neige artificielle, on vous a vu, vous avez été les premiers cette année à faire de la neige. Tu as été le premier à descendre au Québec cette année. En montagne. Explique-nous un petit peu le bassin d'eau. Ça va ressembler à quoi, ça, dans la montagne? Qu'est-ce qui est difficile? Il faut comprendre qu'on est dans une montagne. Hein. L'eau se garde à niveau. Il faut construire justement une structure de neige immense pour être capable de recevoir une piscine de 100 mètres, pas 100 mètres, 100 pieds, excusez-moi, qui est 33 mètres. Puis à partir de là, écoutez, tout le monde va se mouiller, ça je vous le dis tout de suite, parce qu'on commence par la traversée, puis après ça, on monte un niveau de difficulté avec un tremplin graduellement. Tout le monde va se mouiller. Puis à partir de là, on va avoir des gens connus qui vont être là pour justement servir de jury. Quand je dis de jury, le premier prix pour le bassin, ça va être probablement le dindon de la journée. L'autre, ça va être un jambon. Ça, c'est pour s'amuser. C'est vraiment s'amuser. C'est une journée de plaisir. Puis c'est le barbecue, c'est la musique. Par contre, les gros prix, on veut les donner pour les gens qui vont prendre le temps de se costumer. Puis la dernière activité qu'on va avoir, je dirais, c'est on appelle notre gros power de fin de saison. On va être ouvert gratuit. C'est avec, justement, Empire Sport. On va ouvrir le samedi, le 25. On fait venir un band des années 90 qui s'appelle Face to Face. Puis ça va être vraiment en musique. On parle de 10-12 000 watts de son au pied des pentes. Le ski va être gratuit encore une fois. Puis ça va être à peu près dans nos derniers week-ends, parce qu'on sait que la station de ski finit à peu près vers le mois d'avril. Il y a 2 belles journées. Quand tu calcules les journées, le vendredi 13 à 50 sous, le 28 qui va être gratuit, les gens devraient en profiter. Devraient en profiter de 2 raisons. C'est que j'ai toujours dit que les tulipes sortent pas mal plus vite qu'on pense. C'est vrai, hein? Si on n'en profite pas, écoutez, c'est une question, ça va être passé. Il faut manquer le bateau, là. Écoutez, il ne reste pas grand temps. Si on calcule, là, en ce moment, il reste à peine 6 semaines. Ça veut dire que c'est 6 samedis, 6 dimanches. Il faut faire vite parce que l'hiver, on va passer à d'autres choses. Les rollerblades, les vélos vont être sortis. Ça s'en vient. Il faut que les gens en profitent. Michel, parle-moi un petit peu. Vous êtes tellement reconnu, Ski Saint-Bruno, pour l'école de ski. Hein? On dit que vous êtes la plus grosse école, la plus importante école de ski au Canada. Les gens ici de la Rive-Sud qui nous écoutent, je pense que vous êtes l'endroit idéal pour aller apprendre le ski. Parle-moi un petit peu de la réputation de votre école de ski à Ski Saint-Bruno. Écoutez, c'est surtout le volet école. C'est certain qu'on a 32 000 élèves dans l'école de ski. C'est la plus grosse institut d'enseignement de sport de glisse. On parle planche à neige et ski pour tous les niveaux. Ça, c'est vraiment le créneau de la station de ski. On a réussi à développer une ultra-spécialisation pour les programmes de perfectionnement de nos enseignants. On forme les autres enseignants des autres stations de ski à Saint-Bruno maintenant. On a notre académie de formation. C'est quand même, c'est notre force. Puis quand les gens veulent apprendre,
Puis encore là, tu vois, pour une quarantaine de dollars, là, les gens ils ont un forfait tout inclus. Quelqu'un peut arriver, il va avoir un billet pour 4 heures, il va avoir un enseignant pour 1 heure, les équipements pour 4 heures. Équipement en plus. Ça, pour une quarantaine de dollars, tu as tout inclus. Ouais. Ça, les gens doivent en profiter. La seule affaire, les programmes, on l'appelle le programme d'initiation. Il faut quand même être prudent parce que c'est des quantités limitées par jour qu'on peut servir. Les gens doivent réserver pour ça? Absolument. Quand j'ai réservé, là, un bon 48 heures d'avance pour être sûr d'avoir une place. Puis c'est bien important. Puis il faut retenir ça parce que l'affaire qui est matrice un peu dans notre milieu, c'est de voir les gens qui pensent se lancer sur des pentes et être capable de réussir parce que leurs amis savent skier, quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'est la pire chose à faire en ce moment parce que si les gens n'ont pas un plaisir, c'est aussi très néfaste pour notre industrie parce qu'ils sortent de là avec une peur noire, ils parlent à leurs voisins, c'est dangereux, pratiquez pas le sport. Ça, c'est bien important que les premiers virages, qu'on ait un peu de coaching, puis du sport, parce qu'à partir de là, tu as un plaisir, puis ça évite de gaspiller le produit. D'avoir loué de l'équipement que tu n'as pas eu de plaisir. Tu n'as pas apprécié. Puis de un, c'est que ça va atteindre la réputation du sport parce que les gens n'ont pas de technique. Ils se font peur à d'autres, risquent de se blesser, risquent de blesser d'autres. Moi, je suis archi convaincu là-dessus, il faut prendre un minimum d'une leçon. Puis au prix que ça se vend, il n'y a pas de raison. Ça. Michel, il nous reste 1 minute rapidement. Les maniaques de snowboard, vous avez un snowpark également à Ski Saint-Bruno? C'est apprécié, ça aussi, hein? Le snowpark est très bien développé. Je dirais qu'on est la mecque là, du snowpark en ce moment au niveau de la diversité, le parcours. C'est quand même un endroit, je vous dirais, qui est un endroit qu'on appelle accès contrôlé. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde se lance. Pas parce que c'est difficile. Les modules sont relativement faibles, sauf qu'on veut juste que les gens aient une réflexion au niveau de la gestion du risque. Parce que c'est des modules. Il y a des petits modules, comme il y a des modules au niveau très avancé, où c'est que les gens peuvent faire des triples saltos. Là. Sauf que la majorité des gens pratiquent dans le snowpark. On est capable vraiment de couvrir la variété des pistes à bosse en ce moment. La montagne est complète. Elle ne peut pas être plus belle. Écoutez, il y a assez de neige que je ne parle pas de risque d'avalanche, là. Sauf que je dis juste qu'en ce moment, il ne manquerait pas de neige. Pas besoin de neige artificielle ces temps-ci? Non, la neige fabriquée. Là. En ce moment, on fabrique de la neige pour le bassin d'eau parce qu'il faut fabriquer des quantités monstres de neige pour l'activité du 21 mars. En dehors de ça, il y a suffisamment de neige pour se rendre jusqu'au mois de mai. J'en doute pas. Michel, écoute, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mais on aurait pu parler plein d'autres choses. Le ski à l'heure, ça aussi, vous êtes les pionniers, vous êtes spécialisés là-dedans. On invite les gens à aller visiter votre site web. À quelle adresse? C'est skisaintbruno.ca. C'est directement à cette adresse-là, skisaintbruno.ca. On a toute l'information, le calendrier, les promotions, calendrier des événements, tout est là. Il faut en profiter le temps que ça dure. Oui, il n'en reste pas longtemps, comme tu as dit. Fait qu'on vous souhaite un bon 50e pour le reste de l'année. Puis surtout, on va inviter les gens à aller skier chez vous. Puis si vous n'y allez pas cette année, bien, allez-y donc l'an prochain. Merci, Michel Couture. Merci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express et on en a parlé brièvement la semaine dernière avec notre ami François Bessette, que des fois, il y a des gens hors caméra qui rendent des animateurs un peu plus brillants ou intéressants. On va parler de statistiques avec un des statisticiens de RDS, Patrice Maréchal. Salut, Pat! Salut, Alex! Pat, d'abord, on va le dire aux gens, là, il n'y aura pas de vouvoiement ni rien. On se connaît depuis longtemps. Je t'ai déjà coaché au hockey. Tu as déjà été un de mes gardiens de but. Mais moi, je veux savoir, parce que je savais tout le temps que tu voulais t'en aller dans le domaine des communications, mais on arrive aux statistiques comment? D'abord, tu as étudié en com, c'est ça? Oui, exactement. Moi, j'ai étudié en journalisme à l'UQAM. OK. Puis comment on fait pour arriver en statistiques? Parce que tu n'arrives pas de même... En fait, je vais être bien franc avec toi, Alex. Moi, j'avais aucune idée que ça existait à RDS. Moi, au début, je voulais être devant la caméra. Je voulais une carrière de journaliste.
Et je suis arrivé à RDS, puis c'est de fil en aiguille que je suis arrivé aux statistiques. Moi, au début, j'étais rédacteur à RDS, au département des nouvelles. Ouais. Puis là, de fil en aiguille, j'ai été statisticien pour RIS et RDS, puis j'ai adoré ça. Et 2 ans après, j'ai été transféré au département de la programmation, où est-ce que j'ai ma job actuelle depuis 5 ans, je crois. Parce que c'est comme ça souvent qu'on rentre à RDS. Là, on ne vous voit pas toujours on-cam, comme on appelle. Il faut commencer par écrire les textes que les lecteurs de nouvelles vont lire. Absolument. C'est le début à tout. Donc, la base du travail, en fait, c'est d'être bon en français, évidemment, pas trop faire... Bien, pas faire de fautes du tout, en fait, parce qu'on écrit directement à la télévision, et aussi d'avoir des bonnes connaissances sportives. Pat, après ça, bon, tu l'as dit, tu t'en vas dans le domaine des statistiques. Moi, je veux savoir comment ça fonctionne, parce qu'en RDS, vous êtes chanceux quand même. Là, vous avez de nombreux sports. Il y a le tennis, il y a le football, il y a le baseball, il y a le hockey du Canadien. Naturellement, on va y revenir à la fin du hockey du Canadien parce que tu commences à y toucher de plus en plus maintenant. Absolument. Mais comment ça fonctionne? Admettons comme Wimbledon, c'est pas Wimbledon, mais les internationaux d'Australie, ça se passe durant la nuit. Donc, toi, tu rentres durant la nuit. Est-ce que tu as des commandes spéciales d'Hélène Pelletier ou d'Yvan Ponton? Comment ça marche? En fait, pour le tennis, c'est un petit peu particulier. C'est une petite équipe. C'est Yvan et Hélène, moi comme statisticien et un backup, si on veut, parce que le tennis en Australie, comme tu viens de le dire, c'est de nuit. Ouais. Mais ça, c'est la session de soir en Australie. Donc, il y a une session avant pour la session de jour, qui est notre soirée ici. Donc, il y a une autre équipe pour la session de soir. Il y a juste Yvan et Hélène qui restent pour les 2 sessions. Sauf que pour le tennis, c'est un petit peu particulier parce qu'on a un petit peu toujours le même pattern. On prépare toujours des face-à-face, des rendements à Grand Chelem l'année dernière. Puis Yvan et Hélène sont absolument des machines, on va se le des dire. encyclopédies. Honnêtement, on n'ira pas par 4 chemins. Les 2 connaissent très bien leur tennis, donc il n'y a pas vraiment de demande spéciale. C'est juste si durant le match, il se passe quelque chose qui n'arrive pas souvent, exemple Rafael Nadal qui se fait faire un 6-0, on va aller voir sur Internet c'est quand la dernière fois qu'il s'est fait un 6-0, puis on va leur communiquer. Mais sinon, Yvan et Hélène, il n'y a pas vraiment grand-chose que je peux leur dire qu'ils ne connaissent pas déjà. Quand tu vas chercher justement une information comme celle-là qui est assez importante, tu dois avoir tes sites ressources parce que souvent sur Internet, malheureusement, tu vas googler quelque chose et ça t'envoie sur n'importe quoi. Là. Donc, tu dois avoir des sites quand même sur lesquels tu peux te fier. Oui, absolument. Mais pour le tennis, c'est tout simplement le site officiel de l'ATP. OK. L'ATP, c'est vraiment une bible. Puis à chaque année aussi, l'ATP et la WTA conjointement font un guide média si on veut, donc on peut aller de ce côté-là. Malheureusement, pour les femmes, la WTA, c'est un petit peu moins fiable. Il faut toujours double vérifier ailleurs, mais l'ATP, c'est vraiment une source absolument fidèle. Un autre sport que vous avez en RDS depuis longtemps, c'est le baseball. Et là, Dieu sait que des stats, il n'y en a pas à peu près. Encore là, c'est du travail de recherche, Pat? Oui, absolument. Là, on tombe dans plusieurs sites. Il faut absolument vérifier dans plusieurs sites. Heureusement, il en existe une panoplie. Et encore une fois, au baseball, Mark Griffin et Alain Usereau connaissent ça sur le bout de leurs doigts. Donc, ils sont toujours une excellente référence de ce côté-là. Est-ce qu'ils vont vous donner, parce que souvent vous avez des meetings avant d'embarquer en nombre, des choses comme ça, est-ce qu'on va vous donner des trucs sur lesquels surveiller? Comme par exemple, je sais pas moi, tu vas dire aujourd'hui, on va regarder Pablo Sandoval. Est-ce qu'à un moment donné, on veut parler de lui, il va me chercher des stats sur lui ou pendant la programmation, tu vois que Sandoval a un bon match, on parle de plus en plus de lui, tu vas aller chercher des in pour les animateurs ou c'était déjà prévu d'avance? Bien, en fait, c'est ça. On prépare d'avance. Mettons, pour une game qui est à 8 h, on arrive environ vers 13 h l'après-midi, puis on prépare un petit peu d'avance. Qu'est-ce qu'on pense? C'est pas mal, non? Je trouve ça pas mal, moi, 7 heures d'avance. Oui, 7 heures. Bien, 6-7 heures d'avance, habituellement. D'habitude, on essaie de regarder les plateaux qui peuvent être atteints, les joueurs qui sont en feu, si on veut, mais on s'ajuste toujours au courant d'un match. S'il y a un joueur qui va vraiment bien, là, on va peut-être plus pousser vers ce joueur-là si on avait rien de préparé déjà à propos de lui. Le foot également, là aussi, c'est quand même pas mal de... Puis c'est un sport qui est de plus en plus populaire. On va dire au Québec qu'on est des fervents amateurs de football aussi. Autant les Canadiennes que la NFL. J'imagine que Pierre Vercheval, es-tu plus calé un peu plus au niveau de la Ligue canadienne que de la NFL ou des 2 côtés, il est quand même pas si mal? Moi, je dirais Pierre Vercheval, c'est une encyclopédie football. Il connaît absolument tout de A à Z, universitaire, NCAA, NFL, LCF. C'est vraiment absolument une bible. Puis qu'est-ce qui est le fun avec la NFL aussi? Tu parlais tantôt de ressources pour aller chercher des statistiques. La NFL, il en existe une panoplie, c'est incroyable. Il y a des sites médias qui existent et chaque équipe font ce qu'on appelle un media guide à chaque semaine pour les médias, justement. Puis il y en a qui c'est environ 250 pages. Donc, il y a de la lecture en masse à aller faire. Et maintenant, tu touches aux Canadiens depuis quelques semaines déjà. Pat,
je ne dis pas que c'est un rêve d'enfance, mais le fait de couvrir le Canadien, d'être au match, d'être dans le mobile également, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Parle-moi un peu comment ça fonctionne. On l'a vu un petit peu à 24 CH en fin de semaine. Oui. On a vu l'envers du décor, mais c'est une grosse machine. Oh, absolument. Là, en fait, j'ai commencé à faire les Canadiens il y a environ 2 ans. OK. Mais c'est que, comme statisticien, il y en a un qui est en haut sur la galerie de presse avec Pierre Route. Donc, c'est un petit peu plus le spotter, si on veut. C'est les yeux et les oreilles du monde dans le camion de production. Et là, ce que tu viens juste de dire est exact aussi. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à faire du mobile, comme on dit. Puis là, à ce moment-là, c'est nous autres qui préparent plus les statistiques qu'on voit en ondes, tous les éléments graphiques, les super, les tableaux, puis on se plie aux demandes des animateurs Marc Denis et Pierre Roud. Je veux que tu m'expliques un truc parce que ça ne m'a jamais rentré dans la tête. Comment tu peux savoir que Piquet Souban a joué 35 minutes et 17 secondes? C'est qui calcule ça? Ça, c'est absolument facile, honnêtement. Il y a du monde qui font ça pour nous. On a, dans le camion, on a un ordinateur qui, dans le fond, c'est appelé NHL Hits. Ça, c'est fourni par la LNH. Donc, nous autres, on n'a absolument rien à faire. On fait juste regarder. Il n'y a quand même pas une puce. Il faut que ça prenne quelqu'un qui regarde à chaque fois que Piquet embarque sur la glace. C'est comment ça marche? Absolument. Mais ça, c'est dirigé par la Ligue nationale. Si on vous autres, dans le fond, vous calculez absolument rien. C'est quelqu'un à Toronto ou quelque chose comme ça qui fait ça. Pour la game en temps réel, oui, c'est la LNH qui fait ça, absolument. OK, je me demandais, parce qu'honnêtement, c'est fou les stats. Puis en plus, sur le site de la Ligue maintenant, il y a des statistiques avancées depuis en fin de semaine. Depuis le 20 février, avec le Corsi notamment, qui est le taux de possession de rondelles. Puis il commence à en mettre de plus en plus, là, justement. Puis ça également, ça fait partie de vos meetings d'avant-match. J'imagine que vous allez peut-être plus encadrer un certain joueur, puis c'est ces statistiques-là que tu vas aller chercher. Ou encore là, si tu vois que, je ne sais pas, mon Max Pacioretty a 2 buts, tu vas aller chercher c'est quand la dernière fois qu'il a fait un tour de chapeau ou des choses comme ça? Mais pour le Canadien, en fait, quand le jeu se déroule, Marc Denis va isoler un joueur, il va prendre un jeu qu'il va vouloir parler, disons, au retour de la pause ou au coup de sifflet. Puis à partir de ce moment-là, quand Marc Denis veut parler d'un tel joueur, c'est là que tu entres en jeu. Il ne dit pas quoi mettre en ondes, il ne va jamais dire qu'est-ce qu'il veut exactement. Il te laisse pas mal... Il te laisse pas mal dire qu'est-ce que tu veux qui serait intéressant, il te fait confiance, mais il faut faire de quoi sur ce joueur-là en particulier. Entre toi et moi, là, on termine là-dessus, on n'aimera pas de nom. Mais sérieusement, on n'a pas le temps d'écouter les 10 matchs par soir. On s'entend là-dessus. Puis des fois, à Hockey 360, des choses comme ça, on sort des stats avancées. C'est là, en réalité, que tu es leur repère. Parce qu'ils n'ont pas vu le match de la veille entre le Lightning et les Islanders. Donc, quand ils sortent une statistique, c'est souvent toi qui l'as sorti, on va se le dire. Oui, exactement. Mais c'est ça. Pour être statisticien, il faut être curieux, il faut aimer les sports, il faut regarder les sports, il faut lire des fils de presse comme Twitter, des recaps de matchs. C'est vraiment la base si tu veux être un bon statisticien puis avoir les bonnes statistiques, justement. Est-ce qu'on te remercie à la fin d'un reportage? Je veux dire, merci d'avoir sorti telle et telle affaire. C'était apprécié ou des choses comme ça? Oui, absolument. Il y a certains animateurs, certains analystes qui aiment particulièrement notre travail puis qui sont bien contents, qui viennent nous remercier. En tout cas, Pat, tu nous as éclairé parce que sérieusement, en 2015, avec toute la technologie, l'Internet maintenant, c'est assez facile souvent d'aller chercher de l'information, mais ce n'est pas toujours de l'information qui est juste. Est-ce qu'on peut se fier à Wikipédia en finissant? C'est assez fiable ou... Il faut faire attention avec Wikipédia. Ça ne doit pas être la source principale. Il faut toujours aller contre-vérifier à quelque part de plus fiable. Moi, je fais toujours très attention à Wikipédia. On va regarder tes sites ressources secrets. Il faut quand même que tu paraisses, faut que tu fasses paraître. Il faut quand même que j'aille mes outils. C'est ça, voilà. Hey, Pat, merci de t'être déplacé. Ça fait plaisir, Alex. C'est bien le fun, bonne continuité. Puis on va regarder toutes ces statistiques-là en RDS. Bien, merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et c'est officiellement commencé, cette foutue saison de NASCAR. Et que tu avais hâte d'avoir ta feuille de Claude, hein? J'avais hâte, mais d'abord, je vais faire une petite montée de lait contre Carl Busch. Puis notre ami Claude, il a plus ou moins compris, mais en tout cas, parce que tu le défends tout le temps. Là. Moi, je comprends pas comment ça se fait que ce gars-là, tu sais, c'est leur Super Bowl, les autres, le Daytona 500. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans une voiture nationwide la veille pour aller te casser la jambe? Ouais. C'est terminé. Et là, Claude disait, oh, mais ces gars-là, c'est des passionnés. Je suis d'accord, là. Mais je m'excuse, mais le kid que lui, ça fait 1 an qu'il met son argent de côté pour être au Daytona 500 puis regarder son idole rouler, mais il n'est pas là parce que lui est allé faire l'épais la veille dans le Nationwide. Puis le gars qui est allé mettre 30 millions de commandites sur le char, puis ça va être un François Trépanier qui va le rouler toute l'année. Ouais. Je comprends pas. C'est le seul sport où ce qui court en pick-up. L'année passée, Tony Stewart qui est allé en tuer un sur la piste de terre. C'était pas de sa faute, non, c'est ça. C'était pas de sa faute, mais quand même, qu'est-ce qu'il faisait là?
C'est comme si Lewis Hamilton, le samedi, disait, moi, écoute, je vais aller à Montréal, je vais aller, je sais pas moi, à la piste du Mont-Tremblant, une petite course là, avec la famille Hilfiger, puis toute la patente, là, puis on va aller faire une petite course de go-kart, on va revenir demain. Crosby va aller jouer une petite game dans la Ligue nord-américaine la veille. Oui, c'est ça. Tu sais, sérieusement, c'est ridicule. Mais il y a eu une course quand même dimanche, François. Alors, c'était présenté, c'était la première course officielle de la saison. Et Joey Logano, au volant de la Ford 22 de l'écurie Penske, a remporté la course devançant le champion de la dernière saison, Kevin Harvick, et Dale Earnhardt Jr. au fil d'arrivée. Donc, troisième quand même pour Dale Earnhardt. C'est lui qui l'avait remporté la saison dernière. Richard va être heureux. Oui. Et la course qui s'est déroulée sans accident majeur a été palpitante du début à la fin, selon ce que je lis ici. Et les pilotes ont même démontré tout leur savoir-faire en fin de course quand ils se sont livrés à un duel de 30 tours, à 3 rangs de large, à une vitesse dépassant 300. Ça, là-dessus, par exemple, je vais leur donner. C'est quelque chose. Quand ils sont pognés en peloton et tout ça. Et à ce moment, on pouvait compter 13 voitures dans un laps de temps d'une demi-seconde. Ah oui. Écoute, faut le faire. Ouais. Et la prochaine course, je sais pas si ça vous intéresse, chers amis, c'est dimanche le 1er mars à 13h. C'est le Falls of Honor Quick Trip 500 au Atlanta Motor Speedway en Georgie. Tu as bien fait tes devoirs, Alex, sur le NASCAR. Oui, je sais. Écoute, on nous demande souvent est-ce que c'est long, la recherche et tout ça. Ouais. C'est vraiment un boulot éreintant. Tu travailles à temps plein, toi. Oui, exactement. Juste pour le NASCAR, essayer de sortir les statistiques, justement. Oui, on aurait besoin de Patrice. Oui, peut-être à temps plein. François, si les gens veulent venir nous voir en studio, c'est facile. On nous écrit sportexpress@tvhr9.com, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir à l'émission. Voilà. Bien, merci. Merci, Alex. Rappelle les heures également, même si les gens nous écoutent, sont au courant. Mais... Écoute, c'est le mercredi à 19h sur TVHR et le mercredi à 20h sur TVRS, partout sur la Rive-Sud de Montréal. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.